Samedi 15 mars 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. Les forces armées maliennes FAMA ont détruit une base terroriste, des équipements militaires et un dépôt de carburant dans la région de Ségou. Vous en saurez plus dans quelques instants. Dans cette édition, nous allons à la découverte de l'usine Sémé agroalimentaire. Elle est l'un des acteurs majeurs de la transformation agroalimentaire au Mali. Les confessions religieuses ne sont pas oubliées par l'opération Sunalo Solidarité. Elles ont reçu à travers l'amicale des femmes travailleuses de l'INPS plusieurs dizaines de tonnes de vivres afin de les aider à passer des bons moments de Ramadan et de carême chrétien. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur la télé totalement vôtre. Le Centre international de conférence de Bamako a abrité ce samedi 15 mars 2025 les travaux de la 15e session ordinaire de l'Assemblée consulaire du Conseil malien des chargeurs. Placé sous la présidence du ministre des Transports et des Infrastructures, l'ordre du jour portait sur l'examen et l'adoption du rapport d'activité et du budget de l'année écoulée, ainsi que le projet de programme d'activité 2025. C'est ce que nous dit notre reporter Oumar Kouita. C'est en présence de l'ensemble des membres consulaires de Bamako et des régions, des responsables des autres chambres consulaires, CMTR, CSIMA, CENOMA, que s'est tenue la 15e session ordinaire de l'Assemblée consulaire du Conseil malien des chargeurs. Comme prévu, le président du Conseil malien des chargeurs a fait le bilan des activités réalisées en 2024. C'est vrai que nous avons passé une année assez difficile. La dernière année a été très difficile. Il y a beaucoup de difficultés, mais grâce à l'engagement des chargeurs, nous sommes en train de relever ces difficultés. Nous sommes aujourd'hui, on peut dire, à plus de 70% de contraintes relevées. Mais pour la continuité, pour la suite, nous avons besoin de la confiance non seulement des autorités, mais de tout le peuple. Nous sommes à mesure de répéter. Tout le monde sait l'engagement que nous avons fait pendant la crise de l'embargo. 70% de Kabola. Face aux multiples défis, le Conseil malien des chargeurs compte élaborer un programme d'activité de 2025 à hauteur des attentes de ses membres. En fait, on a eu des problèmes autour de ces deux ressources. Le BSE, dont le contrat est terminé, on est en phase donc de renouveler ce contrat-là. Et puis la redevance maritime aussi est adossée sur un nouveau décret désormais, avant que ce décret-là ne puisse avoir son arrêté d'application et puis procéder aux autres répartitions. Ça a pris du temps, et tout ce qui s'est traduit par un manque de ressources, en tout cas au niveau du CMC. Donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on veut. Mais nous pensons que 2025 va être vraiment une année de relance, une année décisive pour arriver à bout de tout ce qu'on entend faire. Le ministre des Transports et des Infrastructures, après avoir salué la tenue de cette 15e session, a exhorté les membres du CMC à plus d'engagement pour rehausser leur secteur. Je vous incite à l'action pour l'investissement qui est d'autant plus pertinente que la Chambre consulaire dispose, en plus de la redevance maritime, du bordereau électronique de suivi des cargaisons et des cotisations de ses membres. Ces ressources doivent être mobilisées convenablement et à hauteur de souhait pour améliorer les finances du CMC en vue de la réalisation des missions qui lui sont assignées. À cet effet, j'invite chaque membre consulaire à se mettre à jour de ses cotisations pour remplir son devoir vis-à-vis de l'institution consulaire qui est à la fois une fêtière et une administration. Au terme de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées pour l'avenir du secteur des chargeurs.
Insécurité alimentaire, 100 000 personnes en situation d'urgence. La 21e session du Conseil national de la sécurité alimentaire s'est tenue hier sous la présidence du Premier ministre. La rencontre en présence des gouverneurs a permis de valider le bilan des activités 2024 et d'adopter le plan 2025 de la sécurité alimentaire. Le nouveau plan prévoit des mesures pour faire face à la situation d'insécurité alimentaire qui menace plus de 4 millions de personnes. Maliki Diallo. Il ressort de cette session que la campagne céréalière 2024 a été satisfaisante avec plus de 11 millions de tonnes de récoltes. Malgré cette performance, 1 470 000 personnes se trouvent en situation de crise alimentaire, soit 6,25% de la population, parmi lesquelles 100 941 personnes en situation d'urgence. Le gouvernement annonce des mesures pour secourir ces populations en situation d'insécurité alimentaire. Pour faire face à cette situation, l'État assistera les populations ciblées à travers l'assistance alimentaire, des distributions ponctuelles, des ventes à prix subventionnés et enfin la mise en place des facilités alimentaires. L'intervention de l'État auprès des populations vulnérables sera complétée par des apports des partenaires et amis du Mali. Mesdames et messieurs, pour assurer une gestion efficace de cette situation humanitaire, il est essentiel que toutes les interventions des différents acteurs soient coordonnées par le commissariat à la sécurité alimentaire afin d'en optimiser l'impact. Cette session a permis au gouvernement et aux partenaires d'adopter le plan d'action 2025 du commissariat à la sécurité alimentaire. Le plan de réponse à l'alimentation est articulé autour des activités suivantes, des distributions alimentaires gratuites qui vont être acheminées au profit de 1 400 000 personnes. C'est l'ensemble du pays, dans l'ensemble des communes du Mali. L'accent est mis sur les zones les plus touchées du centre et du nord-est du pays. Mais aussi, il comprend aussi des actions de renforcement de la résilience, de renforcement des moyens d'existence des populations qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire modérée pour éviter qu'elles basculent dans une situation de crise en raison de la période de soudure. Enfin, le Premier ministre a instruit le ministre commissaire à la sécurité alimentaire à accélérer le rythme des réformes du dispositif national de sécurité alimentaire pour l'amélioration des moyens contre l'insécurité alimentaire. Dans le cadre de la prévention des inondations à Bamako, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines et de l'Aménagement du Territoire, à travers sa direction nationale Urbanisme et de l'Habitat, devra lancer bientôt une opération de déguerpissement et de démolition des lits de servitude de 11 marigots situés sur la rive droite et sur la rive gauche de la capitale, estimé à un coût de 3 milliards plutôt 900 millions de francs CFA. Cette opération de démolition vise à éviter les inondations qui, depuis plusieurs années, causent des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. Amadou Diarra, Zakaria Omar Keita. Les occupations illégales des domaines publics et privés de l'État sont devenues un phénomène préoccupant dans notre pays. Elles touchent notamment les emprises ferroviaires et les servitudes des cours d'eau, principalement à Bamako et dans ses environs. Ces occupations sont l'une des causes majeures des inondations, surtout pendant la saison des pluies. Face à cette situation, le gouvernement a décidé d'intervenir en procédant au déguerpissement et à la démolition des installations illégales situées le long de certaines servitudes, et ce avant le début de l'hivernage. Le chronogramme qui est donné, c'est de pouvoir faire ces activités avant le début de l'hivernage. Parce qu'il ne faut pas attendre l'hivernage pour encore qu'on puisse voir encore d'autres sinistres. Et déjà les activités ont commencé. Les constructions qui sont dans le lit des marigots, les constructions également qui sont dans les servitudes. Il faut comprendre par servitude des collecteurs une marge de sécurité qui est laissée. Quand on prend le collecteur lui-même, il faut toujours avoir 10 mètres de part et d'autre de ce collecteur qui ne doit pas être occupé.
c'est le domaine public qui est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Dans ce contexte, une identification et une évaluation des occupations illégales ont été effectuées. Toutes les personnes concernées par ces évacuations seront accompagnées par les autorités. Le ministère de l'économie et des finances a déjà notifié un montant pour les activités de démolition. La démolition et la mesure d'accompagnement pour les 3 mois de location pour ceux qui seront concernés par cette libération. Les constructions ont fait l'objet d'évaluation. Donc les coûts sont connus. Ça a été évalué. Et c'est plus de, au moins on faisait, c'était plus de 750 quand même concessions le long. Mais ce chiffre-là a évolué. Et depuis 2013, les services libanais procédaient à l'évaluation des investissements dans ces lits et serviteurs, tous les collecteurs du district de Bamako. Et cette évaluation a été actualisée quelques années plus tard. Et en 2024 également, ça a été actualisé. Mais ce qui est sûr, nous, à l'heure où on parle, c'est sûr qu'il y a des occupations qui continuent. Donc, les plus hautes autorités, la transition, jugeaient nécessaire que ces collecteurs soient libérés pour qu'ils puissent sortir de ce cycle d'inondation que nous vivons chaque année avec des catastrophes. Le ministre de Libanais de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire, a mis une commission en place. Il va une décision. Et cette commission est constituée de tous les acteurs qui doivent intervenir dans la gestion de cette libération. Pour mener à bien cette initiative de décarpissement et de démolition, le gouvernement a budgétisé une somme de 3,9 milliards de francs CFA. Le montant prévisionnel par rapport au plan d'action, c'est ce qui s'élève à 3,9 milliards. Dans ces 3,9 milliards, il est dit, il y a le coût pour la démolition et les mesures d'accompagnement et toutes les activités qui doivent être menées pour pouvoir mener à bien cette mission qui nous a été confiée. Et après, il y a également des contrôles post-démolition pour qu'on ne puisse pas encore occuper. Enfin, cette opération permettra d'assurer la sécurité des populations en réduisant le risque d'inondation. Le gouvernement compte sur la compréhension et la coopération des citoyens pour garantir le succès de cette opération, bénéfique pour la préservation du bien-être de tous. Dans le cadre de la 2e édition de Sunalo Solidarité, l'amicale des femmes de l'INPS a procédé le jeudi dernier à la remise de dons de 36 tonnes de vivres aux confessions religieuses ainsi qu'aux pupilles de la nation et d'autres couches vulnérables. Ce geste de solidarité incarne l'unité et le soutien sans faille aux personnes en situation de vulnérabilité en transcendant les croyances et les différences. Gabriel Keita, Djibril Tolo, compte rendu. En ce mois béni du Ramadan, qui coïncide avec le carême chrétien, l'amicale des femmes travailleuses de l'INPS a souhaité, en marge de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, de donner le sourire aux plus démunis par ce don significatif. Cette initiative illustre un bel exemple de responsabilité sociale et de solidarité nationale, particulièrement dans un contexte difficile. Cette année, la célébration de la journée du 8 mars coïncide avec le mois sacré du Ramadan et à cette occasion, l'amicale a choisi de marquer l'événement en distribuant des kits alimentaires aux personnes démunies de l'ANAM, de la DNDS, des personnes vivant avec des maladies rares et les pupilles. Ces kits sont composés de sucre, de pâtes alimentaires, de riz, d'huile, de Lipton, de dattes qui seront distribuées à plus de 500 personnes.
Les bénéficiaires, visiblement émus par ce geste, ont exprimé leur gratitude et leur satisfaction, témoignant de l'impact positif que de tels dons peuvent avoir sur leur quotidien. Votre don en vivre arrive à un moment particulièrement opportun pour soulager la souffrance de nombreuses personnes en situation difficile. Votre geste est une manifestation admirable de solidarité et de fraternité qui transcende toutes les appartenances religieuses ou ethniques. Nous vous renouvelons nos remerciements les plus chaleureux pour votre soutien qui nous permet d'apporter aide et réconfort aux nécessités en ces temps de pénitence et de prière pour nos communautés respectives. Le ministre de la Santé et du Développement social a félicité l'amicale des femmes travailleuses de l'INPS pour leur générosité et leur engagement envers les plus vulnérables. La donation aujourd'hui portera sur les 200 kits alimentaires individuels pour les ménages vulnérables, 15 tonnes de riz, 15 tonnes de mil et 6 tonnes de sucre pour les communautés religieuses dans le cadre des activités de mon département au compte de Sungalo Solidarité. Je voudrais féliciter et remercier les femmes de l'INPS et la direction générale pour cette belle initiative de solidarité et de partage. C'est également pour réaffirmer que dans le Mali Koura, chacun compte et personne ne sera exclu du processus de redéfinition de notre avenir commun. Cette remise de dons s'inscrit dans une dynamique de solidarité et de coopération exemplaire pour la communauté. Revenons sur cet élément des femmes dans son engagement sans faille contre le terrorisme. Les forces armées maliennes FAMA ont détruit une base des terroristes dans la forêt de Guélédjé, région de Ségou. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs combattants terroristes, détruire leur équipement roulant et leur dépôt de carburant. La Sindiakité. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a informé l'opinion publique d'une importante opération menée par les forces armées maliennes le 14 mars 2025. Cette opération a permis de localiser et de détruire une base terroriste dans la forêt de Guélédjé dans le cercle de Tonguéré-Koumbé, région de Ségou. L'opération rendue possible grâce à des renseignements précis et une surveillance minutieuse a permis aux femmes d'identifier un camp de terroristes sous le commandement de Cheikh Oumar, un leader de la Katiba Massina. Située à 15 km au nord de Guélédjé, cette base abritait de nombreux combattants et du matériel logistique dissimulé sous couvert végétal. Une fois le site repéré, les forces armées maliennes ont mené des frappes ciblées qui ont permis de réduire de manière significative la capacité de nuisance de ce groupe terroriste. L'attaque a conduit à la destruction de 3 pick-up, de plusieurs motos et de dépôts de carburant et de matériel explosif. De plus, plusieurs combattants ont été neutralisés. Aussi, d'autres opérations en cours depuis le 10 mars 2025 ont visé les terroristes. Auteurs de pression sur la population ont été recherchés et détruits dans les forêts de Bozola, Sota, Sunkamarka, Woulon et Dougouni dans le secteur de Massina. Parallèlement, des frappes aériennes ont visé les terroristes harcelant les populations de la localité de Numbozo dans le cercle de Djafarabé et détruit plusieurs de leurs refuges. Une reconnaissance offensive de 48 heures dans les secteurs de Inaraban et Inakar dans la région de Menaka a permis de détruire une importante base logistique terroriste avec la neutralisation de plusieurs terroristes et la récupération d'importants équipements militaires. Cœur de l'usine Sémé agroalimentaire, un fleuron du parc industriel au Mali, situé à Bagneda, à 35 km de Bamako, sur la route de Ségou. L'usine Sémé agroalimentaire est l'un des acteurs majeurs de la transformation agroalimentaire au Mali, spécialisée dans la production de boissons et de concentrés de tomates. Elle s'impose par son engagement à offrir des produits 100% naturels répondant aux normes internationales. Entre innovation et rigueur, plongé dans les coulisses de cette industrie où chaque étape de fabrication est une œuvre de tisserand. Aminata Bachokoni, Ibrahim Dao nous amène à la découverte de ce joyau agro-industriel.
Créée il y a quelques années, l'usine Sémé agroalimentaire est née de la volonté de valoriser les potentialités agricoles locales et de répondre à une demande croissante en produits naturels et sains. Vous savez, pratiquement au Mali, tout est saisonnier. Il y a la période des mangues, il y a la période des tomates, il y a la période des oranges. Et après chaque période, la population a du mal à retrouver les mêmes produits. Et à chaque période, tellement que la quantité de production devient importante, les agriculteurs en produisent tellement que finalement les produits se périsent, soit à leur local de production ou entre leur local de production et le local de transformation. Donc nous avons cumulé toutes ces informations, toutes ces préoccupations aujourd'hui pour mettre en place Sémé agroalimentaire. Rien qu'en observant les mouvements dans les allées, on s'en aperçoit que l'activité dans cette usine est intense. La transformation des matières premières suit un protocole bien articulé et rigoureusement contrôlé. Pour la production du concentré de tomates, par exemple, chaque étape est soumise à un contrôle de qualité. Il y a un critère d'abord. Les tomates, on ne prend pas n'importe quelle tomate. Ce que nous avons besoin, c'est de la tomate mûre, dont la couleur est rouge. Des tomates qui sont charnues, qui ont réellement de la chair. Des tomates qui ont moins de pépins et moins d'eau. Donc après, on les verse dans ce bassin. C'est pour réellement enlever les grosses saletés qui viennent de la brousse avec les tomates. Après, vous voyez, il y a une étape qu'on appelle le rinçage. Les tomates sont rincées. Après, les tomates sont triées. Les dames qui sont là-bas, de part et d'autre du convoyeur, sont là pour faire des inspections et trier. Après, il y a le convoyage. Et après le convoyage, il y a l'étape broyage. Donc, les tomates sont broyées. Donc, après le broyage, il y a ce qu'on appelle l'étape de filtration. Donc, on va séparer les jus de tomates avec les déchets de tomates. Après cette étape, donc, les jus sont envoyés au niveau de l'évaporateur et les déchets, ils vont en dehors pour les consommations des animaux et de la volaille. Donc, la tomate en jus, les fruits de tomate et les concentrés, on est entre 28 à 30% de concentration. Donc, après, le double concentré est stérilisé, après refroidi. Donc, après le refroidissement, il y a l'étape de remplissage. Donc, on les remplit dans des récipients aseptiques. Et le produit peut être stable pendant 3 ans, 2 ans. En attendant qu'on le reconditionne en des sachets encore plus petits. Avec plus d'une centaine d'employés, l'usine fonctionne comme dans une véritable roche. Chaque ouvrier a un rôle bien défini, que ce soit dans la production, le contrôle de qualité, le conditionnement ou la mise sur le marché. Parce que chef de foyer n'a qu'à gagner. Donc, on a lancé la tomate sans rôle. Donc, on va dire qu'à la guerre, tomate qualité ni sauter makobola, usine makobola, n'a pas se qu'à produire à quel loté, car sur la masse qu'à tienne balado au coup, donc à ambo ou les. Donc maintenant, avec tomate baradam, on a madame, mado, amena et srivala, n'ambola srivala, amena canabu, maintenant amena musavere, n'ambola musavere, amena colonna, donc n'ambola colonna, amena kata koyankura. Donc, mado amta fo muludo greffe. Dans ma béquette tomate de là. Mais à un moment on est mis travailler avec tomate charmant en bleu. Donc quel est le fait de de molu on fait qu'à jouer à belle guerre. Donc quand tomate on est à guéla et parce que ni moun ya la nama on doit pas faire voilà. Comparativement à ses ambitions, l'usine selon ses responsables n'est qu'à phase pilote. Des projets d'extension sont en cours pour diversifier davantage les gammes de produits et conquérir de nouveaux marchés nationaux et internationaux.
avec l'ambition de promouvoir le Made in Mali et une démarche qualité scrupuleusement respectée. CIME Agroalimentaire prouve que l'industrie agroalimentaire malienne a un bel avenir devant elle, un modèle inspirant pour le développement économique du pays. Et cet avis de disparition avant de boucler ce journal, Samuel Oron porte à la connaissance de l'opinion nationale que son oncle paternel, Jacques Guindo, âgé de 44 ans, est porté disparu depuis hier vendredi 14 mars 2025. Il a quitté la famille à Kabbalah pour se rendre au travail dans un chantier. Depuis, il est injoignable et ne donne aucun signe de vie. Toute personne de bonne volonté qui aurait une information sur Jacques Guindo, âgé de 44 ans, est priée de contacter les numéros suivants: 76 69 75 58 ou le 76 36 56 43. Fin donc de cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end. À bientôt.